La journée touchait à sa fin. Le soleil baissait lentement sur Ouagadougou, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. Le convoi présidentiel avançait calmement dans les rues animées de la capitale, escorté par des véhicules de sécurité. À l'arrière de sa voiture officielle, le président Ibrahim Traoré observait la ville à travers la vitre teintée. Son esprit était occupé par les dossiers de la journée, les réformes en cours, les défis économiques du pays. Soudain, au croisement d'un feu rouge, quelque chose retint son attention. Sur le trottoir, un jeune garçon se tenait debout, une caisse en plastique remplie de bouteilles d'eau posée à ses pieds. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Ses vêtements étaient usés, ses sandales presque déchirées, mais son regard était vif, déterminé. Contrairement aux autres vendeurs qui tentaient d'interpeller les automobilistes, lui restait silencieux, comme résigné. Ibrahim Traoré sentit une pointe d'émotion lui serrer la poitrine. Ce garçon aurait dû être à l'école, à jouer avec ses camarades, à rêver d'un avenir meilleur. Au lieu de cela, il était là, sous le soleil brûlant, à travailler pour survivre. Sans hésiter, le président fit signe à son chauffeur de s'arrêter. Les gardes du corps, surpris, échangèrent des regards mais obéirent. La circulation autour d'eux ralentit, quelques curieux s'arrêtèrent pour observer la scène. Traoré descendit de voiture et s'approcha du garçon. Celui-ci leva les yeux, incrédule, ne reconnaissant pas immédiatement l'homme qui se tenait devant lui. Le président lui adressa un léger sourire avant de se pencher légèrement pour être à sa hauteur. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Il demanda au garçon son nom. Karim. Il lui demanda pourquoi il n'était pas en classe. La réponse fut simple, brutale. Son père était mort l'année dernière, écrasé par un éboulement dans une mine d'or artisanale. Sa mère, malade, ne pouvait plus travailler. Alors, chaque matin, il venait ici, à ce carrefour, pour vendre de l'eau. Parfois, il gagnait assez pour un repas. Parfois, non. Ibrahim Traoré écouta sans l'interrompre. Les mots du garçon résonnaient en lui comme un rappel cruel d'une réalité que beaucoup préféraient ignorer. Des milliers d'enfants comme Karim erraient dans les rues du Burkina Faso, privés d'éducation, de sécurité, d'enfance. Il posa une main sur l'épaule du garçon, sentant sous ses doigts la maigreur de son corps. Puis il se releva, l'esprit déjà en travail. Cette rencontre ne resterait pas sans suite. Il fit un signe à son équipe. Quelques instants plus tard, Karim montait à l'arrière du véhicule présidentiel, incertain, intimidé, mais avec une lueur d'espoir dans le regard. La voiture redémarra, laissant derrière elle le carrefour anonyme où un destin venait de basculer. Et quelque part, dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, une décision se cristallisait. Il était temps de changer les choses. Le palais présidentiel baignait dans une lumière dorée, tandis que le soleil couchant projetait de longues ombres sur les murs immaculés. Ibrahim Traoré marchait d'un pas mesuré dans le grand couloir menant à son bureau, l'esprit encore habité par l'image du jeune Karim. Les mots du garçon résonnaient en lui avec une persistance troublante, chaque syllabe un rappel cruel des réalités que son statut lui permettait trop souvent d'oublier. Dans le silence feutré de son bureau, le président s'installa lourdement dans son fauteuil. Devant lui s'étalaient des dossiers urgents, rapports économiques, projets d'infrastructure, notes diplomatiques, mais son attention restait captivée par un simple carnet où il venait de noter quelques mots. Karim. 10 ans. Vente d'eau. Père décédé. Mère malade. Ses doigts tambourinèrent sur la table en bois précieux, tandis qu'une résolution se formait en lui. Ce n'était pas qu'une question d'aider un enfant. C'était un problème systémique, une faille béante dans le contrat social de son pays. Combien de Karim erraient en ce moment même dans les rues du Burkina Faso? Des milliers certainement, invisibles, oubliés. Un coup discret à la porte le ramena à la réalité. Son chef de cabinet entra, portant l'habituel dossier du soir. Mais ce soir, Traoré l'écarta d'un geste. Il demanda immédiatement la convocation du Conseil des ministres en session extraordinaire pour le lendemain matin. L'urgence dans sa voix ne laissait place à aucune discussion. La nuit tomba sur Ouagadougou alors que le président travaillait sans relâche, compulsant rapports et statistiques sur l'éducation et le travail des enfants. Les chiffres étaient pires qu'il ne l'imaginait. Des dizaines de milliers d'enfants non scolarisés. Des écoles surpeuplées ou inexistantes dans les zones rurales. Des familles contraintes d'envoyer leurs enfants travailler pour survivre. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil caressaient les toits de la capitale, Ibrahim Traoré se tenait debout devant la grande fenêtre de son bureau. Dans quelques heures, il allait affronter son gouvernement. Non pas pour discuter, mais pour exiger des actions concrètes.
Il avait vu dans les yeux de Karim quelque chose qui transcendait les rapports et les statistiques, l'humanité bafouée d'une génération entière. Cette rencontre fortuite n'était pas un hasard, mais un rappel à l'ordre du destin. Et il était déterminé à en faire le point de départ d'un changement profond. La promesse faite à un enfant allait devenir la promesse d'une nation à ses enfants. Le jour se levait à peine sur Ouagadougou lorsque 2 véhicules anonymes quittèrent discrètement l'arrière du palais présidentiel. Ibrahim Traoré, vêtu d'une simple chemise beige et d'un pantalon sombre, observait par la fenêtre les rues encore endormies de la capitale. Il avait insisté pour que cette sortie se déroule sans le protocole habituel, sans escorte visible, sans les sirènes qui annonçaient traditionnellement le passage du président. Le quartier de Yagma apparut progressivement au fur et à mesure que les véhicules s'éloignaient du centre-ville. Les larges avenues bien entretenues laissaient place à des ruelles de terre battue, bordées de maisons basses aux murs fissurés. L'air était chargé d'odeurs mêlées, bois de chauffage, nourriture cuisinée, et cette senteur âcre de poussière et de misère que Traoré connaissait trop bien pour l'avoir lui-même respirée dans son enfance. La voiture s'arrêta à distance respectable de la petite maison que les services sociaux avaient identifiée comme étant celle de Karim. Traoré descendit, ajustant machinalement sa casquette pour dissimuler partiellement son visage. Autour de lui, le quartier commençait doucement à s'animer. Des femmes portant des bassines d'eau sur la tête, des enfants pieds nus jouant avec des objets trouvés, des hommes partant chercher du travail journalier. L'habitation de Karim était une structure en banco modeste, le toit de tôle ondulé maintenu par des pierres. Un maigre feu de bois fumait devant l'entrée, où une femme visiblement affaiblie était assise, occupée à trier des grains. En apercevant les visiteurs, elle tenta de se lever, un mélange de surprise et d'appréhension dans le regard. Traoré s'avança lentement, prenant soin de ne pas paraître menaçant. Il se présenta simplement, sans mentionner sa fonction, expliquant seulement qu'il avait rencontré Karim la veille et souhaitait comprendre leur situation. La mère, d'abord méfiante, finit par inviter l'étranger à s'asseoir sur le petit banc devant la maison. Au cours des heures suivantes, le président écouta plus qu'il ne parla. Il apprit la lente descente aux enfers de cette famille depuis la mort du père. La maladie chronique de la mère qui lui interdisait tout travail régulier. Les choix impossibles entre nourriture et médicaments, entre loyer et vêtements d'école. Karim, réveillé par les voix, était apparu dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés en reconnaissant son visiteur de la veille. Traoré parcourut ensuite le quartier accompagné de l'enfant, refusant toute protection visible. Il vit les puits insalubres, l'école surpeuplée dont les murs s'effritaient, le dispensaire aux étagères vides. Il serra des mains calleuses, écouta des histoires de vie brisées par le chômage, la maladie ou simplement la malchance. Des enfants plus jeunes que Karim traînaient dans les ruelles, certains visiblement sous-alimentés. De retour dans la voiture en fin de matinée, le président garda longtemps le silence. Les images défilaient dans son esprit. Les regards éteints des adultes, l'espoir tenace dans les yeux des enfants, l'injustice criante de cette pauvreté au milieu d'une nation riche de potentialités. Il sortit son téléphone et dicta une série de notes précises à son assistant. Recensement immédiat des enfants non scolarisés, audit des structures sanitaires dans les quartiers pauvres, estimation des besoins alimentaires critiques. Alors que le convoi reprenait la route du palais, Traoré savait que cette visite secrète marquerait un tournant. Les rapports et statistiques prenaient désormais un visage humain. Celui de Karim, de sa mère, de tous ces invisibles qui attendaient qu'on leur rende leur dignité. Les décisions qui suivraient ne seraient plus des choix politiques, mais une nécessité morale. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite présidentielle dans le quartier de Yagma. Une agitation inhabituelle régnait ce matin-là devant l'école primaire du secteur, où une petite foule s'était rassemblée. Des ouvriers terminaient les dernières réparations sur le bâtiment ravalé, pendant que des fonctionnaires du ministère de l'Éducation installaient des tables chargées de fournitures scolaires neuves. Karim se tenait immobile devant le portail, les doigts crispés sur les bretelles de son cartable flambant neuf. Son uniforme scolaire, propre et repassé, lui donnait une allure étrangement solennelle pour un garçon de son âge. À ses côtés, sa mère, vêtue d'un modeste mais élégant pagne neuf, essuyait discrètement une larme du coin de son foulard. La pâleur de son visage avait fait place à une légère couleur depuis qu'elle bénéficiait des soins gratuits dans le nouveau dispensaire du quartier. Un murmure parcourut la foule lorsque le cortège officiel apparut au bout de la rue. Ibrahim Traoré descendit de véhicule avec cette simplicité qui le caractérisait depuis le début de cette initiative. Il portait une chemise aux couleurs nationales, sans cravate, comme pour marquer la nature particulière de cette visite. Son regard trouva immédiatement Karim, et un sourire sincère éclaira son visage lorsqu'il constata la transformation du garçon. La cérémonie fut brève mais intense. Le président lui-même attacha la petite étiquette nominative au cartable de Karim, symbole de son retour officiel dans le système éducatif.
Lorsqu'il se redressa, ses yeux parcoururent le groupe d'enfants rassemblés derrière Karim. Une trentaine d'anciens petits vendeurs, cireurs ou mendiants qui, comme lui, reprenaient ce jour le chemin de l'école grâce au programme Éducation pour tous. Le geste le plus poignant vint lorsque Karim, suivant les instructions du directeur, conduisit le président vers sa nouvelle salle de classe. La pièce, fraîchement repeinte, était équipée de nouveaux bancs et d'un tableau moderne. Sur chaque pupitre attendait un kit scolaire complet. Mais ce qui frappa le plus Traoré, ce fut l'expression de Karim lorsqu'il désigna son siège, au premier rang, avec une fierté mêlée d'incrédulité. Après la visite des installations rénovées, la bibliothèque garnie de nouveaux manuels, la cantine où des cuisinières s'affairaient déjà à préparer le premier repas scolaire gratuit, le président s'adressa à l'Assemblée. Il parla sans emphase, évoquant non pas des statistiques ou des réalisations gouvernementales, mais le droit fondamental de chaque enfant à rêver et à construire son avenir. Son regard revenait souvent vers Karim, devenu sans le vouloir le visage de cette nouvelle politique éducative. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, un détail frappa les observateurs les plus attentifs. Lorsque la cloche sonna pour marquer le début des cours, Karim se tourna instinctivement vers sa mère avant de se diriger vers le bâtiment scolaire. Mais après quelques pas, il s'arrêta, revint vers le président et, dans un geste spontané qui échappa à la vigilance des gardes du corps, lui prit la main un bref instant avant de courir rejoindre ses camarades. Ce simple geste d'un enfant, plus que tous les discours, résumait l'importance de ce qui était en train de se jouer. Dans les semaines qui suivraient, des centaines d'autres Karim à travers le pays feraient leur retour sur les bancs de l'école. Mais ce matin-là, dans cette cour d'école d'un quartier modeste de Ouagadougou, c'était une victoire personnelle, le début d'une renaissance qui dépassait largement le cadre de l'éducation pour toucher à la dignité humaine elle-même. Les mois suivirent le retour de Karim à l'école marquèrent un tournant dans la vie du quartier de Yagma. L'initiative présidentielle, d'abord perçue avec scepticisme par certains, prit rapidement l'allure d'un mouvement national. Les murs décrépits de l'école primaire, maintenant fraîchement repeints aux couleurs vives du Burkina Faso, semblaient symboliser cette renaissance collective. Chaque matin, une file d'enfants en uniformes impeccables se formait devant l'établissement scolaire. Parmi eux, Karim se distinguait par son application particulière. Les enseignants notaient son assiduité, la manière dont il prenait soin de ses cahiers, comme s'il voulait rattraper le temps perdu. Ses résultats, excellents dès les premiers contrôles, firent de lui un exemple pour les autres élèves. L'impact du programme dépassa rapidement le cadre scolaire. Les parents, voyant l'engagement réel du gouvernement, commencèrent à organiser des comités de surveillance pour protéger les acquis. Les femmes du quartier, dont la mère de Karim, bénéficièrent de formations professionnelles dans le nouveau centre communautaire. Une dynamique vertueuse s'installa, où chaque amélioration en entraînait une autre. Au marché voisin, les étals qui vendaient autrefois des articles scolaires à prix prohibitif affichaient désormais des tarifs régulés. Les anciens enfants travailleurs, reconnaissables à leur cartable neuf, devenaient des ambassadeurs inconscients du changement. Leur succès scolaire, affiché sur des panneaux à l'entrée du quartier, donnait aux familles une fierté nouvelle. Dans les ministères, les fonctionnaires travaillaient avec une énergie renouvelée, conscients que leurs décisions avaient désormais un visage concret. Les rapports trimestriels montraient une augmentation spectaculaire des inscriptions scolaires à travers tout le pays. Les bailleurs internationaux, impressionnés par les résultats tangibles, augmentèrent leur soutien financier. L'histoire de Karim, soigneusement documentée sans être exploitée, circulait dans les écoles comme un conte moderne. Les enfants apprenaient à lire avec des textes évoquant son parcours. Les murs de la classe de CM1, où il étudiait, portaient une fresque représentant un enfant transformant une bouteille d'eau en livre. Une année après cette rencontre fortuite au carrefour poussiéreux, Ibrahim Traoré retourna à l'école de Yagma pour la remise des prix de fin d'année. La cour, jadis terre battue, était maintenant un espace cimenté où des centaines d'enfants en uniforme coloré s'alignaient sous le soleil matinal. Karim se tenait au premier rang, premier de sa classe. Son regard, autrefois marqué par la fatigue prématurée, brillait maintenant d'une curiosité insatiable. Lorsque le président lui remit son certificat de réussite, un silence particulier s'installa dans l'assistance. Ce moment symbolisait bien plus qu'une réussite scolaire individuelle. En quittant les lieux, Traoré s'attarda un instant pour observer la vie qui pulsait dans cette école transformée. Des enfants riaient en jouant dans la cour, des enseignants discutaient avec des parents impliqués, des livres circulaient de main en main. Le bruit des voix enfantines remplaçait le silence de la résignation qui régnait autrefois. Sur le chemin du retour, le cortège présidentiel passa devant le carrefour où tout avait commencé. L'endroit était méconnaissable. À la place du jeune vendeur solitaire, un kiosque à journaux proposait des livres et des fournitures scolaires à prix subventionné. Des affiches colorées encourageaient les enfants à étudier, à rêver, à construire.
Le soir même, assis à son bureau, le président relisait le dernier rapport sur l'expansion du programme éducatif. Les chiffres étaient encourageants, mais son esprit revenait sans cesse à cette image. Un cartable sur le dos d'un enfant qui marche vers l'école, la tête pleine de possibilités. Il savait que le chemin restait long, que des obstacles se dresseraient encore, mais une certitude s'était imposée à lui. Le véritable développement d'une nation ne se mesurait pas aux grands chantiers ou aux indicateurs économiques, mais à la lumière dans les yeux de ses enfants lorsqu'ils apprennent, lorsqu'ils osent espérer. Et cette lumière, maintenant visible dans le regard de Karim et de milliers d'autres, était le plus précieux des trésors nationaux. La nuit tombait sur Ouagadougou, portant avec elle la promesse d'une aube nouvelle. Dans les maisons, les cours, les rues, une génération entière se préparait, cahiers ouverts, à écrire l'histoire de demain. Le silence de la nuit bruissait désormais de cette énergie tranquille, de cet espoir en marche qui, pas à pas, transformait le destin d'un peuple. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.